Nous sommes avec Alexis Junillon, qui est en charge des partenariats chez Oxiacare. Bonjour Alexis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Oxiacare? Alors, pour me présenter, donc, moi j'ai 39 ans. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la direction donc, d'un groupe donc, d'agences de services à la personne en mode prestataire, donc avec une centaine d'agences sur le territoire national. Je suis issu d'une formation plutôt scientifique et ensuite j'ai découvert le commerce et je suis tombé dedans voilà, quand j'étais petit. Donc, du coup, je me suis redirigé ensuite vers le commerce et effectivement, j'ai pris cette direction de groupe pendant une dizaine d'années au niveau national. Et j'ai rejoint Auxilia Care il y a à peu près un peu plus de 2 ans maintenant. Et l'objectif d'Auxilia, c'est de pouvoir proposer une solution au niveau national de service à la personne en mode digitalisé par l'intermédiaire d'un mode qui est encore peu utilisé encore aujourd'hui, qui est le mode mandataire. D'accord, donc vous, c'est mandataire. Donc le site internet, en fait, c'est une plateforme numérique, un site internet, qui Ouais, met en relation des auxiliaires de vie ou des intervenants à domicile avec des personnes qui cherchent ce type de prestations. voilà. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez en gros aujourd'hui 2 modes principaux d'intervention dans le mode de service à la personne et du service à domicile. C'est le mode prestataire où l'employé à domicile est salarié de la structure, le mode prestataire, et le mode mandataire, comme on l'opère, qui est en fait le statut d'employeur du particulier à domicile, qui permet en fait de pouvoir tout simplement avoir une personne à son domicile et d'en gérer le fonctionnement. D'accord. Les auxiliaires enfin, les intervenants, les auxiliaires de vie qui sont présents sur la plateforme, elles ont des profils différents de celles qui sont salariées des structures. Oui, en fait, les 2 modes sont assez complémentaires. Le mode mandataire a je dirais un panel d'intervenants à domicile que nous utilisons pour la mise en relation avec les particuliers qui deviennent employeurs, qui est un petit peu différent parce que ce sont des personnes en fait qui ont eu l'habitude de fonctionner en parfaite autonomie, qui étaient déjà en direct avec les particuliers D'accord. et qui avaient voilà vraiment cette autonomie qu'elles ont, parce qu'on est encore à 90% auprès d'un public féminin, Ouais. mais qui avaient déjà cette habitude voilà, de fonctionner en direct. Et en fait, nous, en tant que mandataire, on va jouer le rôle je dirais, d'entremetteur, entre guillemets, avec le particulier pour lui permettre d'avoir la meilleure personne à son domicile. Ouais, tout à fait. D'accord. Au final, c'est des auxiliaires de vie, des intervenantes qui travaillaient déjà dans le secteur d'activité et qui viennent vers une plateforme comme la vôtre pour la facilité ou d'autres bénéfices, ou ça attire d'autres personnes qui sont intéressées par le secteur. Mais, en fait, nous, on a donc chez Auxilia, on a en fait une spécificité qui est que nous nous adressons que auprès d'un public qui a un besoin à son domicile pour la gestion de dépendance. C'est-à-dire qu'on s'adresse à un public de personnes en perte d'autonomie, alors quel que soit l'âge, donc vous pouvez avoir des personnes, voilà, des adolescents qui sont victimes d'accidents malheureusement ou qui ont une pathologie spécifique et donc qui ont besoin d'aide à domicile spécialisée, donc avec des personnes qui sont diplômées d'état d'auxiliaire de vie sociale ou d'assistantes de vie aux familles. Et ensuite, on peut avoir des personnes qui sont, par la force de l'âge, ont besoin d'un accompagnement à domicile. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va voir les deux aspects que vous avez soulevés. Le premier qui est tout simplement s'adresse à un public qui a une formation déjà spécifique, donc ADVF, assistante de vie aux familles, ou DEAVS, diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, et qui a besoin de passer par une structure comme la nôtre pour lui faciliter son quotidien avec son particulier employeur. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, ce sont des personnes qui sont en pleine reconversion et qui ont déterminé que ce secteur d'activité était quelque chose qui leur paraissait tout à fait opportun. Et en fait, ces personnes-là, dans le cadre de leur cursus de formation, peuvent avoir soit besoin de travailler auprès d'un public fragilisé, donc ce ne seront pas forcément les mêmes types d'interventions, que ceux et celles qui sont déjà Oui. diplômés, soit avoir tout simplement à valider leurs acquis et leurs expériences par justement une période dans le cadre de leur formation, d'une période professionnelle. Et en fait, on peut aussi travailler avec ce type de personnes. Donc là, on est en train de travailler sur des formations spécifiques, mais des spécifiques auxiliaires, mais le principe, c'est vraiment de pouvoir accueillir ces 2 types de modèles. Donc ceux qui y travaillent déjà depuis longtemps et qui ont les diplômes, ceux qui travaillent à leur professionnalisation par l'intermédiaire de ce métier.
D'accord. Même question pour les employeurs, ils ont un profil particulier, parce que j'imagine que lorsqu'on est employeur de quelqu'un, c'est quand même, un peu plus engageant que lorsqu'on signe un contrat avec une agence de service à domicile, par exemple. Ouais. Mais en fait, les profils sont un petit peu particuliers. Alors, vous avez raison, il y a en fait, quelque chose qui est extrêmement important à souligner, c'est que, quand vous êtes employeur à domicile, donc quand vous passez par un mandataire comme nous le faisons, pour être en parfait, accord avec la législation et on fait partie de ceux, qui le sont parce que le mode mandataire a toujours été un peu le parent pauvre des, services à la personne, dans les structures, dites privées, parce qu'il est utilisé depuis, plus de dizaines ou même vingtaines d'années dans le secteur associatif qui était là bien avant les structures dites privées. Le mode mandataire, en fait, a cette particularité de donner en fait le statut de particulier, d'employeur pardon, à un particulier. Alors, quand on agit dans un secteur d'aide à domicile au niveau de la dépendance, il faut faire extrêmement attention parce que vous avez, du coup, en tant que mandataire, la possibilité de donner le statut d'employeur enfin, vous ne le donnez pas, mais vous gérez la relation avec l'intervenant pour un particulier qui peut être l'employeur et qui peut avoir des difficultés justement liées à sa dépendance. Donc, ce que l'on souhaite nous faire, c'est justement, et ce que l'on fait aujourd'hui pour les clients qui passent par nous, c'est justement ça, c'est de faire extrêmement attention à qui nous participons au niveau du statut d'employeur. Et donc, du coup, le principe, c'est d'avoir un mode assez spécifique vis-à-vis de ces personnes-là, et donc s'adresser uniquement à un public qui est en toute capacité de pouvoir devenir l'employeur. Donc, soit c'est un public qui est déjà en connaissance du statut, donc qui a tout à fait l'habitude de travailler de cette manière-là et qui souhaite que l'on l'accompagne dans son mode de fonctionnement. Donc là, je dirais, il n'y a pas de spécificité particulière, ça c'est le premier point. Mmh. Et le deuxième point, c'est quand on s'adresse à un public dépendant. Vous imaginez, moi j'ai envie qu'on s'occupe de mes parents ou de mes grands-parents de la même manière que dont une structure qui serait parfaitement responsable devrait s'en occuper. Donc en fait, on fait en sorte de toujours être en lien avec, bien en accord avec la législation et avec la capacité de la personne. Donc on a un type de public qui ensuite aura une sorte d'intermédiaire qui peut être soit la famille, dans le cadre d'un accompagnant légal vis-à-vis d'une personne dépendante, soit un tuteur, soit un curateur, mais plutôt un tuteur, qui aura la responsabilité légale du statut d'employeur du particulier dépendant. D'accord, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Si vous dites d'un côté, on est plutôt axé sur les personnes qui sont dépendantes, et après j'allais vous dire, mais comment est-ce qu'une personne dépendante peut vraiment avoir pleinement ses capacités pour être employeur? Dans ce cas-là, Ben, c'est peut-être un membre de la famille ou un tuteur, c'est ça, hein? c'est ça. En fait, D'accord. c'est justement là où c'est important. Alors, bien sûr, on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est justement là où c'est important de faire justement appel à un professionnel dans la gestion de la relation. C'est-à-dire que un particulier, vous, moi ou n'importe quelle autre personne pourrait devenir particulier employeur, mais avec toutes les responsabilités que cela incombe, sans pour autant être un spécialiste de l'organisation de cette relation. Donc nous, en tant que mandataire, on a un petit peu ce rôle de garde-fou, c'est-à-dire nous avons l'autorisation par le cadre du contrat de mandat, et donc on agit au nom et pour le compte du particulier dans le cadre de cette relation. Nous n'emportons pas la responsabilité, et c'est aussi l'élément qui fait que les interventions sont moins chères pour le particulier, et on peut du coup permettre au particulier de payer plus cher son intervenant à domicile. Et donc c'est adapté dans un certain nombre de situations où le mode prestataire est beaucoup plus onéreux pour le bénéficiaire du service. Mais en cela, il faut aussi être en pleine responsabilité vis-à-vis de la situation du particulier employeur vis-à-vis de son intervenant. Donc, nous avons fait le choix d'être parfaitement en accord, d'une part avec la législation et d'autre part avec nos valeurs, qui sont de ne délivrer cette possibilité à un particulier qu'à partir du moment où on a la certitude qu'il est en pleine capacité de pouvoir en assumer cette responsabilité d'employeur. Donc, soit valider qu'il a une famille à proximité, ou pas, mais qui Bon. soit tout à fait en lien avec lui, soit d'être dans le cadre légal avec un tuteur. Donc ça, c'est un point qui est quand même extrêmement important pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées et mettre des gens dans des situations voilà, discutables. Et il y a un aspect qui, en vous écoutant, qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'appellerais le tiers de confiance. C'est-à-dire, en fait, lorsque un employeur indépendant emploie une personne, lorsqu'il y a un conflit, en fait, il n'y a pas de troisième personne, il n'y a pas de tierce partie pour essayer d'arrondir les angles ou peut-être éviter certains conflits. J'imagine qu'une structure comme la vôtre, ça doit à la fois rassurer
les deux parties, dans le sens qu'il y a quand même un témoin qui regarde que la relation se passe bien entre l'employé et l'employeur. C'est un peu ça, c'est-à-dire on ne va pas être témoin au sens voilà, juridique Oui, bien du sûr, bien terme, sûr, mais évidemment. en fait, comme vous le dites, on est une sorte de tiers de confiance qui est celui en fait qui va permettre de pouvoir. En fait, vous avez vraiment trois temps. Vous avez le premier temps qui est le premier temps de comment dire la mise en relation, la première mise en relation. Quand vous cherchez quelqu'un pour vos aînés ou pour vos enfants ou pour vous-même, vous avez la volonté de trouver la bonne personne. Donc en fait, dans l'idée, ce que l'on propose, c'est non pas de recruter à la place d'eux, parce que ce n'est pas notre rôle en tant que mandataire, ça aussi c'est un des points primordiaux de cette relation. Nous ne sommes pas le recruteur ou l'agence de recrutement pour le recruteur pardon, du particulier. On fonctionne un petit peu comme une agence de recrutement à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va pré-recruter des intervenants qui nous semblent parfaitement correspondre aux besoins. On met en relation, ça permet au particulier de s'assurer que le profil est le bon. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que quand vous êtes devant une personne que vous faites venir chez vous, vous allez faire venir chez vous pour s'occuper de vous ou de vos semblables, le principe, c'est il peut se créer une sorte de gêne si la personne ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Donc nous, on peut jouer ce rôle-là de pré-recrutement. Ça, c'est le premier. Le deuxième temps, c'est pendant la durée de la relation. C'est-à-dire que s'il y a des retards, s'il y a un empêchement, s'il y a des congés à gérer, s'il y a une maladie, s'il y a des choses de ce type-là, on va jouer ce rôle de facilitateur administratif et de facilitateur dans la relation. Donc ça, c'est le pendant. Et puis, il y a le après. Quand vous avez, par exemple, un retour d'hospitalisation où la personne va beaucoup mieux et qui a besoin d'une personne à domicile pendant son temps à domicile, à un moment donné, il n'y aura peut-être plus besoin de la personne. Donc nous, on va travailler à faciliter, à mettre de l'huile dans les rouages, administrativement et aussi au niveau de la relation vis-à-vis de l'intervenant et de cette relation-là. On ne va pas remplacer l'employeur, mais par contre, on va faire en sorte que la relation se passe bien. On est un peu, comme vous le disiez, ce tiers de confiance, cette troisième personne dans le triangle de la relation qui permet de faciliter cette relation. On ne remplace pas un prestataire à domicile, on ne remplace pas le particulier employeur, mais on joue ce rôle d'accompagnateur dans la relation. D'accord. Au niveau des rémunérations, ma vision est la suivante, c'est une personne, une auxiliaire de vie qui est salariée d'une structure, si j'ai compris, fait plus d'heures en moyenne que si elle était via un système comme le vôtre. Par contre, elle est plus payée au taux horaire. Est-ce que cette vision-là est fausse, juste Alors, Parce que je en vais... fait, j'ai l'impression que vos structures en fait disent, ce que je comprends, hein, avec nous, les auxiliaires de vie pourraient gagner plus ou gagnent plus que si elles étaient salariées d'une structure d'intervention, hein, de prestation. Mais est-ce que le nombre d'heures est le même? Parce que est-ce qu'on peut vraiment compléter la question, c'est est-ce qu'on peut compléter le nombre d'heures sur votre plateforme en fait et avoir Alors, plusieurs employeurs? alors, il y a de manière générale et il y a chez Auxilia. De manière générale, le mode mandataire est souvent utilisé comme étant une sorte de complément. C'est ça. Ça, c'est de manière générale. Donc, il est utilisé en complément. Alors, je parle du mode mandataire, mais je vais plutôt parler de manière générale, l'emploi en direct. L'emploi en direct recouvre l'emploi de particulier qui va chercher lui-même son intervenant et se débrouiller et va le payer en chèque emploi service. Bon, très bien. Ça, c'est l'emploi en direct. Dans l'emploi direct, vous avez aussi le mode mandataire, parce que c'est un emploi en direct, même s'il passe par un mandataire pour s'occuper de ses démarches administratives. Dans l'emploi direct, de manière générale, est utilisé, enfin l'emploi direct est utilisé pour alléger effectivement le particulier, mais surtout effectivement est un complément pour l'intervenant à domicile par rapport au mode prestataire. Et on peut imaginer que le mode prestataire devient la plus grande part des plannings. En fait, nous, on a un constat qui est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que on va avoir chez nous, par exemple, des demandes d'intervention à domicile qui sont beaucoup plus importantes parce que notre mode de fonctionnement nous permet de pouvoir, par exemple, intervenir de nuit dans des conditions qui sont tout à fait conformes aux conventions collectives du particulier employeur. Et donc, là où le mode prestataire n'est pas valable, pour des raisons économiques, pour le bénéficiaire ou même pour la collectivité dans le cas de plan d'aide. En fait, une plus grande flexibilité. Il y a une plus grande flexibilité, mais il y a aussi la question de l'impact économique, c'est-à-dire qu'une nuit, par exemple, aujourd'hui en mode prestataire, coûte entre 25 et 30 euros TTC, plus proche de 30 euros d'ailleurs, de l'heure. Vous prenez une plage horaire de 10 heures, ça vous fait une nuit à plus de 300 euros. Plus de 300 euros. L'allocation personnalisée de l'autonomie ne la couvre pas. Vous avez un intervenant qui doit être sur place et tout le temps actif, donc c'est-à-dire qu'il fait une nuit complète en étant debout, alors que dans le particulier employeur, on a la possibilité de faire une nuit, par exemple, à 136 euros.
TTC. Parce que c'est un temps de présence non travaillé. La convention collective le permet et l'intervenant à domicile, lui, a la possibilité de dormir au domicile à partir du moment où il a un certain nombre de caractéristiques qui s'y prêtent. Et surtout, n'intervient que dans le cadre où il y a un vrai besoin d'intervention, ce que ne peut pas faire par convention collective le mode prestataire. Donc en fait, chez nous, on a ce constat, vu qu'on ne fait que du travail auprès d'un public fragilisé, notre nombre d'heures moyen est quand même un peu plus important que celui en mode prestataire traditionnel, et on a pour autant un coût horaire qui est moins important. Et avec des tâches de nuit qui permettent de gagner plus pour l'employé. Oui, tout à fait. Vous avez ça, et vous avez aussi le fait que même pour du travail en journée tout à fait traditionnel, la convention collective, encore une fois, du particulier employeur, permet au particulier de rémunérer son intervenant plus cher que s'il était employé d'une structure en mode prestataire. Alors, je ne suis pas là pour faire le comparatif prestataire-mandataire, mais c'est pour voir à quel point en fait, les deux sont complémentaires. Un intervenant, par exemple, chez Auxilia, est rémunéré en moyenne par ses particuliers employeurs 10 € net de l'heure, ce qui est quand même une pratique qui n'est pas forcément le cas dans toutes les structures. Et le coût horaire d'intervention, tout mis bout à bout pour un particulier, c'est à peu près 19,50 € de l'heure TTC. Pour le particulier, le coût de l'intervention horaire de l'intervenant, les charges sociales URSSAF que nous traitons, et tous les montants des frais de gestion qui peuvent être liés à notre structure. Donc voilà, on a en gros 15% de moins en termes de tarification pour le particulier et 15% de plus en termes de rémunération pour l'intervenant à domicile. La logique mandataire, en fait, représente combien en pourcentage du marché, si on peut appeler ça un marché? En fait, ce sont des chiffres qui sont quand même assez évolutifs de manière générale. Si on prend en compte le service à la personne de manière générale, vous avez quand même une grosse partie du chiffre d'affaires global du secteur qui est plutôt en faveur du mode prestataire. Mais ensuite, vous avez, parce que tout simplement, tout dépend comment vous calculez. Après, vous avez la question aussi du volume d'affaires qui correspondrait qui pourrait correspondre au chiffre d'affaires d'un particulier du secteur en mode prestataire. On est principalement en dessous, on doit être aux alentours de, si on prend la globalité du marché, aux alentours de 30% en mode mandataire, mais c'est vraiment à vérifier, il faut vérifier de quoi on va parler, si on parle de chiffre d'affaires, de volume d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires d'une structure comme la nôtre, c'est le montant des frais de gestion, par exemple. Donc, oui, exact. On ne peut pas compter dans notre chiffre d'affaires. Pas la globalité. Et oui, le chiffre d'affaires d'une structure prestataire, c'est le montant facturé. Nous, ça va être le montant des frais de gestion que l'on va facturer, mais les deux ne sont pas comparables. Oui, donc soit on compare en chiffre d'affaires des structures, donc, ou alors en nombre d'heures réalisées, par exemple. Voilà, en nombre d'heures réalisées. Là, il faudrait remettre à jour l'ensemble des chiffres. Et puis après, vous avez aussi, comme on le disait, souvent vous trouvez des chiffres qui sont le volume d'affaires ou le nombre d'heures qui sont réalisées dans le cadre de l'emploi direct. Mais dans l'emploi direct, vous avez l'emploi direct pur et l'emploi direct en mode mandataire. Donc, à vérifier, mais vous avez de grandes fédérations, la FEPEM, qui permet aussi de pouvoir avoir ces chiffres. Maintenant, je parle aux chargés des partenariats. Comment est-ce que les particuliers employeurs vous trouvent? En fait, vous avez trois modes principaux. Pour nous, pour Auxilia, le premier mode, c'est directement auprès sur notre site internet www.auxilia.fr, qui en fait permet de pouvoir s'inscrire très rapidement et faire une demande de devis directement en ligne. On a essayé de digitaliser ce qui n'apportait pas forcément de valeur et de remettre de l'humain là où on pense qu'il y a de la valeur. C'est-à-dire que la partie d'inscription prend en tout et pour tout 3 minutes. On demande les informations et ensuite on est rappelé tout de suite par une personne de chez nous qui s'occupe justement de cette évaluation.
parce qu'on part du principe que le digital, c'est formidable, mais à partir du moment où on va parler de son intimité, de ses besoins particuliers, il faut une personne en direct. Donc ça, on a vraiment voulu tout de suite enlever cette couche de digital. Pourtant, pour une structure du web, ça paraît étonnant, mais l'idée, ça a été ça, c'est de dire, OK, on est une structure du web, on digitalise ce qui n'apporte pas de valeur dans le cadre de notre métier et on rapporte de la valeur sur cette partie-là. Donc ça, c'est le premier moyen, donc d'aller sur notre site internet. Deuxième moyen, c'est nous qui venons vers les gens. Donc comment on le fait? C'est qu'on peut faire des campagnes de communication. On a voilà, tout un système maison d'acquisition client qui a été travaillé depuis plus de 5 ans maintenant et qui fonctionne plutôt bien à ce jour, pour aller justement chercher les gens sur le web quand ils font des demandes ou des recherches en lien avec ces besoins-là. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est tout simplement aussi de travailler avec des partenaires locaux. Donc, on peut avoir des agences de services à la personne. Donc, nous sommes agréés au niveau national. Oui. Nous avons ce qu'on appelle la déclaration au niveau national pour faire tout simplement de la coordination de services. Et puis, nous avons aussi l'agrément qualité en mode mandataire sur un certain nombre de départements. Et on travaille avec des partenaires qui ont une solution en mode prestataire, mais qui n'ont pas de solution, par exemple, pour les nuits, comme on le disait tout à l'heure, qui n'ont pas de solution pour gérer des interventions compliquées avec des volumes d'heures très importants et des familles qui ont moins de moyens que d'autres, qui ne bénéficient pas forcément d'aide. En fait, on travaille avec ces agences en mode prestataire. Ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être des auto-entrepreneurs qui ne savent plus trop comment gérer les situations qui deviennent compliquées. Et à ce moment-là, ils viennent vers nous pour qu'on puisse les accompagner dans la gestion de leurs bénéficiaires en mode mandataire, qui soit parfaitement adapté à la situation. Donc on a vraiment ces 3 modes. J'ai pas bien compris le rôle que vous avez. Est-ce que c'est du compliment pour les structures de services à domicile? Oui, en fait, on peut être souvent pris comme un complément parce que, en fait, c'est plus qu'un complément. En fait, c'est une offre supplémentaire. Oui, oui. C'est-à-dire que, voilà, imaginez-vous, moi, j'ai dirigé un groupe d'agences de services à la personne en mode prestataire, et il y a plein de situations dans lesquelles vous avez un responsable d'agence ou un gérant d'entreprise qui doit dire non à un de ses clients fidèles parce que c'est plus son métier de pouvoir faire, ou c'est pas cohérent en termes financiers de pouvoir mettre en place des nuits. Je prends cet exemple parce que c'est le D'accord, plus... d'accord, d'accord. Et il est obligé de dire non, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas aller en dessous de mes coûts, de ma gestion de coûts, et en même temps, je n'ai pas forcément la possibilité de le réaliser. Et à ce moment-là, il se trouve un peu démuni, et nous, on a la possibilité de pouvoir les accompagner en prenant le relais sur ce type-là d'activité pour subvenir à des besoins de leurs bénéficiaires. D'accord. D'autres types de partenariats que vous avez, les assureurs, les caisses de retraite, tout ça, ça peut être des partenaires pour vous? En fait, on est dans une situation qui est un petit peu particulière dans ce secteur, parce que vous avez en fait 2 écoles. Vous avez l'ancienne école et la nouvelle école. Tout simplement pour des notions de responsabilité, entre guillemets, ou des questions, non pas dogmatiques, mais des questions de stratégie de groupe d'assurance. On a un peu l'ancienne école, entre guillemets, il n'y a pas de terme négatif, mais c'est quelque chose qui a tendance à évoluer. Vous avez cette ancienne école qui sont plutôt des groupes importants et qui n'ont pas encore forcément perçu, ou on n'a pas aussi peut-être forcément encore réussi à leur montrer cet avantage-là, mais la question du mandataire. C'est-à-dire que le mandataire permet de réduire aussi les coûts pour des structures de ce type-là dans le cadre de l'assistance. C'est-à-dire que quand vous devez mettre en place une aide à domicile pour une personne en fragilité, dans la rupture de sa ligne de vie, le mode mandataire permet d'avoir un niveau d'intervention quasi identique, donc avec une responsabilité différente, on l'a vu, mais surtout avec un niveau de qualité au moins équivalent à ce qui est en cours aujourd'hui au niveau du mode prestataire. Les qualifications des personnes sont tout à fait équivalentes. Les intervenants travaillent eux-mêmes en mode prestataire ou en mode mandataire de temps en temps, souvent même. Et souvent, les groupes d'assurance aujourd'hui n'ont pas encore pris ce réflexe de se dire le mandataire est une solution dans notre panel d'outils à notre disposition. Et en fait, donc on travaille sur ces aspects-là pour intégrer le mode mandataire tel que l'on propose, pour réduire les coûts de l'assisteur, pour permettre d'avoir une intervention à domicile de qualité. Ça, c'est le premier. Et ensuite, la nouvelle école, entre guillemets, on travaille déjà avec des assisteurs, justement dans ce cadre-là. C'est-à-dire que l'assisteur abonde sur le montant d'une aide ou d'un remboursement dans le cadre d'une prestation d'assistance sur le compte du particulier ou sur un compte chez nos clients, donc sur un compte Auxilia.
qui appartient au particulier et qui est géré par lui. Et ensuite, nous, on vient consommer par des tickets de service mandataires ce compte pour éviter de se retrouver à dépasser le montant de l'aide dans le cadre de l'assistance. Donc, c'est un modèle qui est tout à fait, on a réussi à l'optimiser pour le monde de l'assistance, et on est tout à fait en possibilité de pouvoir le mettre en place sur des volumes importants. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on fait avec un assisteur avec lequel nous travaillons. D'accord. Votre secteur enfin, votre fonctionnement numérique par Internet, c'est un secteur qui, j'imagine, qui est en forte croissance ces dernières années. Ben, on est, voilà, je vais pas vous donner, enfin, je peux vous donner quelques petits éléments, mais voilà, je suis pas ici pour vous faire voilà, une présentation trop positive de notre structure, mais en fait, le principe, c'est que le fait d'avoir réussi à rationaliser un certain nombre d'éléments, comme je vous disais, de dégager tout ce qui n'apporte pas de valeur aux bénéficiaires ou à l'intervenant, de l'industrialiser dans notre plateforme technologique. C'est un outil qui est parfaitement maison, hein. On a connecté des briques de systèmes d'information existants pour en faire un outil parfaitement maison. En fait, cet apport en technologie nous permet en fait de réduire les temps de traitement et surtout de pouvoir trouver des solutions tout à fait adaptées aux particuliers. Donc en fait, le chaînage est assez simple. À partir du moment où on est rentré en contact avec la personne, le temps que l'on va passer avec le bénéficiaire et ce qui va apporter de la valeur est un temps quasi exclusivement humain parce que tout le reste est automatisé. Tout le travail de la gestion, les mises en place des contrats de travail pour le compte du particulier auprès de son intervenant, la gestion des charges sociales, la gestion de la facturation des frais de gestion, tous les éléments qui pouvaient être aujourd'hui, à un moment donné, avec un élément physique dans la chaîne, un élément humain dans la chaîne, on a absolument enlevé tous ces éléments-là. Et surtout, pour en fait concentrer le temps de travail humain là où il avait de la nécessité. Et donc, quand on dit que ça fonctionne, oui, effectivement, on a quasiment un peu plus de doublé notre chiffre d'affaires et donc aussi notre volume d'affaires depuis les 12 derniers mois. On est en plein développement aujourd'hui et on a, comme on le dit un peu dans ce monde des startups, mais dans le monde de l'entreprise, on a vraiment fine-tuné notre système depuis un peu plus de 5 ans maintenant, pour arriver à trouver une solution qui a demandé beaucoup de travail, parce que c'est beaucoup de travail, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée aujourd'hui du potentiel de cette méthode. Il y a beaucoup d'acteurs dans la silver economy et ailleurs, en fait, lorsqu'ils arrivent sur le secteur, ils sous-estiment le côté fine-tuné et le temps nécessaire à fine-tuner pour trouver des détails. En fait, c'est tout, on le dit tout le temps, hein, le diable se trouve dans les détails. Ah, c'est ça. Et en fait, surtout dans un secteur comme celui-ci. Donc voilà, moi je vous l'ai dit, j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce secteur d'activité-là. Première fois où j'ai rencontré le fondateur et le deuxième cofondateur d'Auxilia, donc Frédéric Arnaud et Romain Russier, dont je les ai rencontrés il y a un peu plus de 2 ans et demi, quand ils m'ont expliqué, moi qui venais d'un mode ancienne école, le mode prestataire, des agences, voilà, enfin, à un moment donné, vous avez une couverture de charges fixes à assumer tous les mois, vous êtes dans un système qui est quand même très particulier, vous adressez un public fragilisé, enfin voilà, on est quand même... Et ils me disent, voilà, nous on a 100% de nos bénéficiaires dont on va s'occuper, de nos clients, qui sont sourcés par le web. OK. Et on a 100% de nos utilisateurs qui sont des personnes dépendantes. Je voyais les deux, je me dis, je comprends l'un et l'autre indépendamment, mais mettre les deux, OK, on a 100% de prélèvement automatique, on a 100% d'envoi de facture par email. Et je me dis, mais attendez, le premier truc que je ne comprends pas, c'est comment on arrive à avoir ces taux-là sur de la gestion administrative. Alors quand je dis 100%, c'est 99%, bien évidemment, vous avez toujours un envoi par clé. D'accord. Mais on est vraiment sur des métriques qui sont dans un secteur comme celui-ci, donc qui sont quand même très particuliers. Mais en fait, tout vient de là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que d'ajouter du design sur des documents contractuels, d'ajouter du design sur une facture, d'ajouter de la personnalisation sur un certain nombre d'éléments, permettait de transformer des taux de concrétisation, permettait de transformer une impression que pouvaient avoir les gens de quelque chose de complètement digital, le fait d'enlever du sourcing par des plateformes téléphoniques, quelles qu'elles soient, et de le réintégrer dans l'équipe, le fait de faire plein de petites choses au fur et à mesure, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pour arriver à sentir un peu ces évolutions-là. C'est ce qui a permis en fait d'arriver à cette machine, entre guillemets, qui permet aujourd'hui de prendre en compte des personnes en complète dépendance et par un canal exclusivement web. Et pour donner un ordre d'idée, juste sur un point, c'est que
on a constaté quelque chose depuis justement ces 12 derniers mois, c'est à quel point on avait réussi à trouver justement ces éléments-là, c'est qu'on a une hausse des demandes d'intervention à domicile sur notre plateforme à partir du dimanche aux alentours de 15h, 15h, 15h30. Et ben en fait, au début, on se posait la question. Bon. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est après le repas de famille. Repas de famille, vous allez chez vos aînés, vous allez voir votre grand-mère, vous allez... OK. Et vous revenez chez vous et dites, bon, là, on voit qu'il y a une petite perte d'autonomie, etc. Et on commence à chercher et on vient chez nous. On prend conscience de l'état de la personne âgée et on se C'est dit, ça. voilà, faut trouver une solution. C'est ça, exactement. Et en fait, on s'en était pas rendu compte au début parce qu'on n'était pas aussi fin dans nos analyses. Là, aujourd'hui, on s'est rendu compte de ça et ça nous permet, du coup, qu'est-ce que ça permet? Ça permet surtout de pouvoir dimensionner notre réponse le lundi matin. Donc, tout le monde dans le secteur des services à la personne connaît le stress du lundi matin. Il est aussi présent chez nous. Donc, on a aussi des standards du métier. Le fameux répondeur qui clignote rouge le lundi matin et qu'en tant que responsable d'agence, on n'a pas envie d'écouter parce qu'on sait que de toute façon, ce ne seront pas des bonnes nouvelles. Chez nous, maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes de ce fameux week-end. Donc, en fait, ce sont des éléments, on garde les standards du secteur, on les a adaptés et on permet de les développer. Au niveau des employés, en fait, des salariés, est-ce que vous voyez une tension sur le marché? Et si oui, comment est-ce que vous faites pour attirer des personnes? En fait, on constate à peu près la même tension qu'il peut y avoir dans le secteur de manière générale. C'est-à-dire que vous avez une tension qui s'exprime de deux manières, de mon point de vue et de celui où on a pu analyser. Vous avez une première tension qui est sur la question de est-ce qu'on va arriver à trouver le personnel qualifié pour le positionner chez son employeur qui sera le particulier, donc qui est notre bénéficiaire et client. Ça, c'est la première tension. Et ça, c'est valable, je dirais, quasiment partout. Et pour en discuter avec les membres les personnes, mes contacts du secteur, quels qu'ils soient, prestataires, mandataires, associations, fédérations, en fait, c'est une situation tout à fait normale et pas normale. Normale dans le secteur, mais pas normale dans la vie, quoi. Voilà. Ça ne devrait pas être normal, voilà. Mais ça l'est pour le secteur. C'est habituel, disons. Et il y a une deuxième tension à laquelle on arrive à trouver des solutions, c'est la tension géographique. C'est-à-dire que ce qui est assez invisible en mode prestataire, entre guillemets, dans des secteurs un peu traditionnels géographiques, c'est que vous n'installez pas une agence en mode prestataire à Mont-Long-Pise, au fin fond du Cantal, entre le Cantal et Puy-de-Dôme. Voilà, c'est pas possible. C'est un lieu où vous n'avez pas de réalité économique pour vous permettre de subvenir à vos charges fixes en tant qu'agence prestataire, avec des locaux, avec du personnel administratif, etc., etc. Donc, du coup, vous vous installez dans des lieux, dans des villes, dans des agglomérations qui permettent d'avoir ce volume de clientèle. Donc, au final, la tension géographique, vous la ressentez peu. Parce que quand vous intervenez en tant que prestataire, vous retrouvez avec cette solution qui est d'être dans une agglomération qui vous permet de subvenir plus ou moins à vos besoins. Donc, vous ne sentez que la tension liée au secteur, proprement parlé. Nous, on a cette capacité avec le digital, c'est d'avoir la possibilité de mobiliser des forces vives, je dirais quasiment à 100% sur le territoire. Donc, on a à la fois cette problématique sur les grandes villes, mais on a à la fois une solution et non plus une problématique pour les zones qui pourraient être en tension géographique. Parce que dans des endroits très peu desservis, vous avez des gens qui ont une capacité formidable et qui ont les diplômes et qui ont toute cette compétence pour intervenir auprès d'un public fragilisé et qui, par manque d'offres d'emploi, ne peuvent pas être travaillés. Et donc, sont obligés de faire beaucoup de kilomètres pour aller dans des grandes villes, pour intervenir auprès d'un public. Mais c'est un peu ubuesque, parce qu'en fait, on se retrouve à prendre des personnes dans des lieux peu desservis en offre d'emploi pour les positionner dans des grandes agglomérations. Mais pour autant, la demande du particulier, elle est aussi présente dans ces zones. Bien sûr. Et sauf qu'il n'y a personne pour les mettre en relation. Alors, je dis il n'y a personne. De manière globale, parce que vous avez des structures type ADMR, vous avez des associations locales qui font un travail formidable, mais vous avez les générations qui évoluent n'ont plus l'habitude d'aller s'adresser à l'assistante de mairie qui est aussi à son temps off bénévole dans l'ADMR locale. Donc on n'a plus l'habitude de ça. Et comme les générations évoluent, on se retrouve avec des personnes de 50, 60 ans qui ont leurs parents
ont des besoins, et non, ces personnes de 50-60 ans ont évolué bien évidemment avec les technologies, et le premier réflexe c'est d'aller sur le web. Oui, Et sur le web, puis n'habite pas forcément et puis n'habite pas à côté. dans la zone Donc, rurale, bien sûr. voilà. Et en fait, nous, on a alors, il y a cette difficulté d'un côté, la tension, pour répondre à la question dans les villes, mais on a cette solution pour répondre à une tension aussi locale dans des lieux qu'on peut appeler des zones blanches ou des zones grises. Et en ça, le digital est extrêmement, extrêmement adapté. Oui. Quelque part, vous participez au maintien de l'emploi dans les zones rurales. Alors, on n'aura pas cette prétention à notre petit niveau, hein, parce que voilà, mais on fait partie de ceux qui ont cette volonté-là. On ne va pas aller se battre, entre guillemets, à essayer de concurrencer les plus grands du secteur en mode prestataire, des mastodontes qui font un travail très, très important sur les grosses agglomérations. On peut y aller si on a des solutions tout à fait opportunes. On est très présent en région parisienne, on est très présent dans le sud-est de la France, mais on a aussi une énorme capacité à répondre à des besoins. Et c'est ce qui aussi intéresse les groupes d'assurance et d'assisteurs, c'est-à-dire que tout le monde a des intervenants à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Bordeaux, à Paris. Personne en a dans un petit village du fin fond de la Drôme, ou dans un petit village de la Normandie, ou dans le centre de la France. Alors que nous, aujourd'hui, on a une capacité de quasiment 150 000 intervenants en base, parce qu'on est partenaire Pôle emploi aussi, pour intervenir auprès d'un public fragilisé dans des zones rurales. Et ça, on a vraiment cette force-là aujourd'hui qui peut subvenir à des besoins d'assisteurs ou de grands groupes nationaux. Très bien. Dernière question que j'avais, est-ce que vous cherchez des partenariats, et quel type de partenariat vous cherchez? Aujourd'hui, on est dans c'est une bonne question. Aujourd'hui, en fait, on est dans une phase de développement assez importante, et en fait, donc, on recherche des partenariats de plusieurs types. On a à la fois des partenariats opérationnels, qu'on pourrait quasiment qualifier, suivant la dimension, de partenariat industriel, c'est-à-dire opérationnel dans le sens où on va avoir des besoins de relais locaux. Donc de relais locaux, je parlais tout à l'heure de structures, quelles qu'elles soient, entreprises privées, associations, qui disposent des agréments avec lesquels on a la possibilité de travailler en lien, en coordination de services. Donc ça, c'est quelque chose que l'on travaille. Ça, c'est très opérationnel, c'est local. Après, auprès de qui on peut aussi apporter des solutions pour leurs activités, ça c'est le premier. Le deuxième niveau, c'est des partenaires nationaux avec lesquels on a toute opportunité aussi de travailler. Donc ça peut être des réseaux qui ont une volonté d'avoir une corde de plus à leur arc. On peut travailler aussi en marque grise, pas en marque blanche complète, où on a aussi des possibilités, mais la marque grise est assez adaptée. Ça, c'est une possibilité. Et puis aussi, on est en travail de développement au niveau national de manière générale, pour passer une étape supplémentaire dans la vie d'Auxilia. Et là, on est dans ce qu'on peut appeler des partenaires un peu plus prégnants dans le secteur de la silver economy de manière générale, ou qui ont un intérêt dans ce secteur, et avec lesquels on a toute opportunité de pouvoir aborder une collaboration, quelle qu'elle soit au niveau opérationnel ou stratégique. Et là, on est aujourd'hui dans une phase d'ouverture particulièrement importante. Donc oui, tout à fait. D'accord. Un mot de conclusion? Un seul mot? Un seul mot, ou deux, comme vous voulez. Ok. Je dirais bienveillance. Un mot qui pour moi me paraît extrêmement important, c'est bienveillance. Il y en a un deuxième, c'est plaisir. Bienveillance parce que beaucoup parlent d'or gris quand on parle de la dépendance. Je crois qu'il faut ramener un petit peu de bienveillance aussi, parce que quand on parle d'or gris ou d'or quel qu'il soit, on parle de chercheurs d'or, on parle d'opportunisme, on parle de plein de choses de ce type-là. Voilà, moi, ça fera le lien avec le deuxième mot, mais j'ai toujours travaillé avec plaisir dans ce secteur que je ne connaissais pas il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Et j'y travaille toujours avec autant de plaisir. C'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir trouver un métier dans lequel vous pouvez vous travailler avec autant de plaisir. Mais il ne faut jamais oublier cette bienveillance, parce que ça a été le souhait de Frédéric Arnault à la création d'Auxilia. Moi, ça a été mon souhait quand j'ai travaillé dans ce secteur-là dès le début. C'est qu'en fait, on puisse traiter les personnes, nos bénéficiaires, nos clients, nos intervenants, comme si c'était des membres de notre famille. Alors, ce n'est pas un discours, mais c'est avec bienveillance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans leur ordre. On est dans un secteur d'activité où on a l'occasion d'avoir un impact sur moins d'une génération.
Vous prenez n'importe quel secteur d'activité, vous avez des impacts qui se voient sur plusieurs générations. L'automobile, vous avez voilà, les nouvelles technologies se voient rapidement, mais les impacts de changement de comportement se voient sur plusieurs générations. L'aide à domicile, aujourd'hui, si on fait bien notre métier, vous êtes aussi jeune que moi, donc on peut l'aborder. Dans notre métier, si on le fait bien, on a la possibilité de changer la manière dont nous allons être traités dans notre avancement dans l'âge. Et je crois que ça, c'est quasiment un des seuls secteurs d'activité qui permet ça et qui évolue quasiment aussi rapidement que les nouvelles technologies. Donc si on ne le fait pas avec bienveillance, la dérive peut être assez importante. Et si on y ajoute du plaisir, c'est gagné. Donc c'est un secteur qui doit attirer des jeunes, c'est un secteur qui doit attirer des personnes qui veulent travailler dans un secteur d'avenir. Et c'est surtout, je crois, tout le monde l'a remarqué, mais un secteur de long terme, de stratégie, sur lequel justement des stratégies peuvent se mettre en place. Et voilà, nous, si on y est ouvert à aujourd'hui, on est certain voilà, de la validité de notre modèle dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci Alexis. Alexis Genillon, je rappelle que vous êtes en charge des partenariats chez Auxilia. Merci beaucoup. Merci beaucoup.